C'est parti. Alors, première question. Si tu devais faire un tutoriel, créer soi-même son festival, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que d'abord il faut être animé d'une certaine passion pour créer son festival, et puis ensuite il faut voir un petit peu comment on peut mettre ça en place à travers nos compétences, à travers nos réseaux qu'on a, et voir un petit peu quelle forme on veut lui donner aussi. Parce que disons que ça dépend si on veut faire quelque chose de plutôt intimiste, quelque chose qui va après se démocratiser et devenir un festival plus mainstream. Après, je n'aurai pas de tutoriel précis parce que je pense qu'en fait, justement, ça fonctionne selon le format et selon en fait ce qu'on veut faire de son festival. Mais je pense pas vraiment qu'il y ait de tutoriel précis là comme ça. J'en aurais pas vraiment, ça serait trop structuré pour. Et moi, c'est un festival que j'ai fait à partir de pas grand chose, à partir de juste ma passion. Et au départ, moi, en tant que freak social, en train de regarder des films chez moi dans un mood un petit peu sociopathe. Et puis après, je suis sorti de tout ça et j'ai essayé d'en faire quelque chose, d'en faire éclore un truc qui permettrait de fédérer une communauté autour de ça. Voilà. Tu avais déjà un terreau? Tu avais déjà des connaissances en tant que parmi les réalisateurs? Alors, pas des gens du vraiment. métier? En fait, moi je suis totalement autodidacte dans tous les domaines qui sont liés au cinéma. Et donc, même dans le domaine organisationnel, en fait. Donc, mon festival c'est fait un petit peu sur le tas. J'ai appris plusieurs éléments. Il y avait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes au tout début, et j'ai rectifié ça ensuite. Mais non, après, je sais pas trop, non. Ouais, non. J'ai un bug sur la fin de la question. Pardon, c'était quoi la... Est-ce que tu avais des connaissances en fait dans le milieu cinématographique? Par exemple, ouais. pourquoi le choix du cinéma, les 5 Martin? Alors, le cinéma, honnêtement, on a tapé un petit peu à toutes les portes. D'abord, j'ai fait ça dans un premier cinéma qui s'appelait Les Trois Luxembourg. Et il se trouve que, voyant que le festival marchait plutôt bien, ils ont essayé un peu de nous arnaquer financièrement. Et du coup, et en plus, ils n'assumaient pas totalement le festival. Du coup, on a cherché un nouvel endroit. Et on a tapé un peu à toutes les portes. Et tous les cinémas d'arrêt d'essai supposément ouverts en fait était assez fermé lorsqu'on développait un peu le projet du festival. Donc c'est pour ça. Et après, moi j'ai pas spécialement de connaissances en événementiel ou pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai un petit peu improvisé, quoi. Donc c'était le cinéma le plus ouvert en fait. Ouais, c'est une seule effectivement qui a répondu de manière positive et qui assume. Et puis en plus maintenant on fait ça depuis la première édition on a fait ailleurs, mais là c'est la 8e, et donc les 7 autres éditions se sont faites ici. Puis on connaît tout le monde un petit peu, même si parfois une équipe se renouvelle selon les années, mais sinon on connaît tout le monde, et du coup la collaboration marche plutôt bien. Ils sont contents de nous avoir. C'est plutôt bien. Après, évidemment, ça fait un public croisé à chaque fois parce que nous on arrive avec les looks nos stands. Et quand les grand-mères elles sortent d'un film avec François Cluzet, elles savent pas trop ce qui se passe, quoi. C'est toujours un peu. Mais c'est marrant, sauf le samedi où on a la nuit sur place, et où là on a un cinéma que pour nous, quoi. Ah, le samedi c'est que pour. Ouais, justement, en fait, à partir de. Je crois qu'il n'y a plus de séance à partir de 22h30. Et du coup, à partir de 22h30, le cinéma n'est que pour nous. Donc forcément, c'est plus libre, même si on veut faire un peu des conneries. C'est ce qui se passera ce soir. C'est déjà plus ouvert parce qu'il n'y a pas de risque que ça fasse un quiproquo ou quelque chose que ça passe pas très bien avec les autres séances croisées. Voilà. Est-ce que tu essaies d'avoir des sponsors? J'ai déjà essayé un petit peu, mais honnêtement, je sais que c'est pas ça va pas être très fructueux parce que c'est pas un festival qui est extrêmement rentable de manière pure et dure. On rentre dans nos frais, mais on fait pas des gros bénéfices, et du coup, pour l'instant, il n'y a aucun sponsor qui a vraiment voulu s'aventurer là-dessus. Et même de manière générale, enfin, quelque chose comme la mairie de Paris, d'exemple tout bête, forcément, on a demandé des subventions juste histoire d'eux au début, pour la forme. Ils nous ont dit non, et ils nous ont connu une enquête du fisc. Donc là, on a compris que. Bon, ok, je pense que. Une enquête du fisc. Ouais, c'est. Je sais pas, je pense qu'ils voulaient pas trop que ce festival prospère dans Paris. Ça donnait peut-être pas une très bonne image, et donc voilà, mais heureusement, on est
plutôt en ordre et tout, mais bon, voilà, c'est pour dire que d'une, ils veulent pas de subvention et de deux, ils veulent pas trop qu'on existe, quoi. Donc, À quel moment tu t'es rendu compte que le Master City Festival devenait une institution? je pense à partir du moment où il y a eu un peu une résonance internationale et où du coup les réalisateurs qui étaient spécialisés dans le cinéma de la grande extrême et qui produisaient et qui réalisaient ce genre de film comprenaient que c'était la principale passerelle pour qu'un film ait une lumière en fait. Je pense c'est un petit peu à partir de ce moment-là et quand déjà il y avait une communauté virtuelle qui était assez conséquente et qui fonctionnait plutôt bien et quand on a vu que cette communauté virtuelle pouvait aussi exister dans le vrai lors du festival et tout ça, on a vu que il y avait des gens qui suivaient, qu'il y avait vraiment une vraie communauté, que c'était pas juste des personnes qui suivaient ça de chez eux de manière très distante et qui avaient quand même une certaine implication et un certain suivi, quoi. Vous recevez combien de films à sélectionner par an et quels sont les critères de sélection? Alors, jusqu'à il y a 3 ans, j'en recevais un certain nombre, je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines mais c'était un peu plus ciblé parce que j'avais pas encore en fait mis le festival sur des plateformes. Et après, j'ai mis le festival sur des plateformes pour mes festivals où les gens envoient leurs films selon des critères. Évidemment, 90% ne lisent absolument pas les critères, donc je reçois des drames sociaux indiens, des thrillers africains, pourquoi je ne sais pas. Mais voilà, et après, bon, je reçois quand même quelques films intéressants, mais les trois quarts, en fait, maintenant j'ai des manières de trier sélectivement de manière très pour ne pas passer ça, parce que sinon, en soi, je reçois, notamment via la plateforme, au moins 1500 films, donc forcément il faut que j'ai des manières de trier en avance pour pas perdre de temps, quoi. Mais dès que je vois quelque chose d'intéressant, je me concentre un petit peu plus dessus, je vois ce qu'il y a. Mais de manière générale, en fait, les réalisateurs vont à moi et je viens à eux, donc on a clarifié un peu de cette manière-là, ça peut venir dans un sens ou dans l'autre. Ok. Alors, attention, question piège. Ouais. Pour toi, le festival doit exister parce que nous sommes dans un monde aseptisé. Qu'est-ce que tu entends par aseptisé? En quoi montrer un nain violer une handicapée mentale et subversif? Disons que si le monde est aseptisé, c'est par rapport à un politiquement correct qui est assez rampant et qui gouverne les productions de manière générale cinématographique, notamment Netflix, des histoires de quotas, à chaque fois ça termine bien, à chaque fois c'est voilà, ça cherche à véhiculer des morales assez bien pensantes et tout ça, et donc et même le cinéma d'horreur fonctionne un peu tout le temps sur les mêmes mécanismes. Sur les mêmes idées et justement nous ce qu'on propose c'est des réalisateurs qui passent par qui passent outre les grosses productions, donc du coup ils sont pas bloqués, ils sont pas filtrés et donc montrer des choses extrêmes, des choses avec des nains, des thématiques assez controversées et tout ça, en fait ça permet de casser un petit peu ça, donc je pense que sachant que c'est quelque chose qui ne serait jamais soutenu par un vrai producteur, voilà, le film n'ont pas spécialement énormément de moyens, mais du coup ils comblent ça par une certaine créativité et par une certaine liberté en fait dans ce qu'ils proposent. Et donc c'est pour ça, et pour moi, ce type de festival est un contrepoids et très efficace, je pense. C'est vrai que même The Den, qu'on a vu hier soir, osait des choses qu'on ne verrait pas dans un film d'horreur classique. Oui, je suis d'accord. Et de toute façon, on voit lorsqu'un film sort un peu du circuit et du circuit balisé, on voit par rapport à ce qu'il propose, ça peut se faire sur des détails, mais on se dit, ça ne serait pas passé. S'il y avait un gros producteur derrière, ça ne serait pas passé. Et parfois, c'est par rapport à des petits détails comme ça qu'on peut voir que le film du coup, n'est pas passé sous le joug de producteurs qui cherchaient à instaurer telle morale, à limiter ça, à censurer quelque chose. On voit que ça passe outre ça et c'est à partir de là que c'est très intéressant. Du coup, ça donne un cinéma totalement libre, je pense. Et après, bon, la subversion, le contenu, ça c'est tout relatif, mais je pense que du coup, ça, c'est pas tant le contenu, c'est la démarche en elle-même, la démarche créative et libre du truc. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu ça la vraie transgression, la vraie subversion. Donc, la société est aseptisée, pourtant Marianne Dora dit qu'il y a une grande liberté d'expression. Comment est-ce que tu expliques cela en fait? Comment est-ce qu'on peut avoir une société aseptisée et en même temps avoir une grande liberté d'expression?
grande liberté d'expression, je suis pas sûr, parce que quand on voit justement que... Il tue des agneaux, personne ne dit rien. Ah si, justement, il reçoit des menaces de mort assez régulièrement. Et la seule raison pour laquelle il n'y a pas des gens qui sont chez lui, la seule raison pour laquelle les conséquences ne sont pas plus graves, c'est parce qu'il est totalement anonyme. Mais c'est ce qu'il disait, les seules infos, les seules personnes qui ont pu me contacter, il y a des admirateurs, mais il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages de haine. Et c'est vrai que la manière dont dans ces films, dont parfois des scènes de cruauté animale, moi le premier c'est quelque chose avec lequel j'avoue j'ai un petit peu de mal, mais c'est quelque chose qui l'a vachement en fait retiré du monde, et ce qui est très paradoxal, c'est justement Marlon Brando à côté de ça est végétarien et milite pour la PETA. Donc il y a vraiment c'est là où du coup il y a un certain paradoxe, mais pour ce qui est de la liberté d'expression, je pense pas, c'est plus parce que nous on a un canal dans lequel diffuser ça, mais à côté on peut voir parfois, ne serait-ce que sur les séances croisées, on voit que les gens ne sont pas très raccords avec ce qu'on propose. Donc je pense que la liberté d'expression elle est quand même circonscrite à notre microcosme, et elle en sort pas vraiment, et dès qu'elle en sort on voit comment ça se passe, même si il y a à côté de ça une désensibilisation du contenu choc, mais ça je pense que c'est encore un autre phénomène, c'est lié à la prolifération de l'internet, des réseaux sociaux, où on peut voir de manière assez surprenante parfois des vidéos très violentes tournées et sans que ça choque et que ça passe pour quelque chose de banalement sensationnaliste en fait. Après, la liberté d'expression, sur la question que je vous ai posée, la liberté d'expression, c'est plutôt quelque chose qui est imposé par la société ou qui est autorisé par la société. Et là, en fait, des menaces de mort, en fait, c'est des gens c'est des inconnus qui lancent des menaces de mort. Donc, on a quand même une liberté d'expression dans notre société. Mais en fait, ce serait en fait des spectateurs en fait, qui proféraient des menaces. Alors, je pense qu'il y a des... Ouais. C'est la même chose, en fait. Alors, il y a ça, mais en fait, la raison pour laquelle des films comme Seul Marin de Rap peuvent exister, c'est parce qu'ils passent sous les radars, en fait. Parce que tous les films qu'on diffuse ne passent pas par des comités de classification de censure. Donc, du coup, en fait, à partir du moment où la société ne sait même pas que ces films existent, ils ne peuvent pas être censurés. Mais est-ce que c'est une liberté d'expression pour autant? Non, c'est juste que je pense que c'est volontairement ignoré. Mais si justement le festival tendait à se démocratiser et que des gros médias s'intéressaient vraiment de près à ça, je pense qu'il pourrait y avoir des soucis assez rapidement à mon avis. Je pense que c'est pour ça. Donc liberté d'expression quand même toute relative à mon avis. Ok. Alors, une autre question piège. À une époque où les gouvernements investissent de plus en plus dans l'armement, où les virus confinent des populations mondiales, où 14% de la population française est pauvre, où on annonce des changements climatiques cataclysmiques, est-ce que tu n'as pas l'impression que les transgressions de Marianne Dora et ses pairs, les autres réalisateurs que tu vois, ne sont pas à contre-temps? Est-ce que tu penses que la subversivité, ce ne serait pas plutôt d'appuyer sur ces points-là qui font mal, plutôt que sur d'autres choses? Alors, je pense que c'est deux subversions différentes. Là, c'est un peu une question de comment on se positionne, parce que là, on est vraiment dans un domaine artistique, un domaine culturel. Et d'un autre côté, moi je pense qu'on fait d'une certaine manière, on fait de l'anti-politique en faisant ça, parce que nous ce qu'on veut, c'est donner une voix avant tout à l'art, à la culture, et du coup on essaie justement de casser un peu avec cette morosité qui draine tout plein de sujets en fait vachement sordides d'une certaine manière, mais sordides dans le mauvais sens du terme justement, et nous on essaye de faire du sordide, je dirais, dans le bon sens du terme. Donc je pense qu'avec un cinéma subversif, on propose d'une certaine manière un remède au moins moral à du coup la morosité un peu de la société, je pense. Ok, très bien. Alors, tu t'intéresses aussi à la philo. Est-ce qu'avec la philo, on peut expliquer ce qui peut nous attirer vers un cinéma underground subversif? Oui, je pense, notamment Georges Bataille avait pas mal développé là-dessus sur ce qu'il appelle l'hypermorale, où il dit que l'hypermorale exige une morale au-dessus de la morale, dans le sens, il avait écrit ça dans la littérature et le bal, et en fait ça fonctionne un petit peu de la même manière que la catharsis. Donc du coup, quand on cherche de l'extrême et qu'on contextualise cet extrême, ça permet de vivre de manière saine, parce qu'en fait chaque humain, comme on sait, a une nature, a un côté sombre en soi, et il y a deux manières, il y a différentes manières de le faire. Il y a la manière de faire des films extrêmes, et puis il y a la manière de devenir pervenche et de mettre des PV sur les voitures.
Bon, il y en a un que je trouve un peu plus synchrone, par exemple. Et c'est un petit peu comme ça que je verrais la chose, ouais. Ok. Ce qui intéresse aussi à la littérature, est-ce qu'il existait une littérature de l'extrême avant que le 7e art existe? Je pense parce que c'est un art qui est antérieur au cinéma. Donc, Sade, par exemple, typiquement, Sade, c'est très ancien et c'était quand même relativement extrême. Et d'ailleurs, il y a peu de choses qui ont été plus extrêmes après. Ça a été peut-être plus réel, plus contemporain, mais je pense pas qu'on peut trouver beaucoup d'ouvrages dans la littérature qui sont plus extrêmes qu'un Juliette ou qu'un Les 120 Journées de Sodome. Donc, ouais, la littérature, et il y a des très bons livres. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse dans les deux sens, mais je vois, il y a des équivalents, à mon sens, de Marianne Nora ou de Lucifer Valentine dans la littérature. Je prends le cas de Poppy Z. Bright avec Koreski, les livres de Peter Sotos, même les premiers livres de Christophe Siebert, ce genre de choses, c'est quand même très très extrême. Et d'ailleurs, je serais très curieux de voir ça au cinéma, mais vu que les livres n'ont pas les mêmes. Un livre ne se fait pas un livre, ça ne se fait pas sous le même format, donc du coup, il y a beaucoup plus de. Je pense qu'on pourrait très difficilement réaliser ces livres en film par manque de budget. Je pense que c'est juste ça. Mais ce serait assez énorme d'avoir certains en film. Et pour moi, c'est assez raccord. C'est la dernière question. Ouais. C'est quels sont les autres arts que le responsable du Sagetic Master Festival conseillerait au public à s'intéresser? Les autres arts, Ouais. alors c'est vrai que moi, mon triptyque, alors moi je mets la philosophie, c'est une forme de littérature, ça dépend, hein, mais moi c'est vrai que mes deux arts principaux c'est le cinéma et la littérature. Après j'aime beaucoup la musique, mais du coup c'est différent, c'est un art plus sensoriel, c'est un art plus vivant aussi, c'est un petit peu différent, c'est plus sensoriel, voilà, vraiment. Mais c'est vrai que évidemment je pourrais que conseiller à mon public de s'intéresser à tous les arts, même le body art, les arts temporels assez extrêmes, le théâtre, la littérature. Je pense que tout art a mérite d'exister. Donc après, En théâtre, il y a le Grand Guignol. ouais, il y a un Grand Guignol effectivement, et il y a plein de choses. Donc Grand Guignol qui a aussi été réexposé au cinéma à travers notamment certaines phases du cinéma japonais. Enfin, ouais, et même le manga aussi, qui est une forme de littérature. Il y a plein de choses, tout ce qui est le Hiroguro et tout ça. Enfin, je pense que tous les arts sont totalement viables et qu'on retrouve une similitude aussi entre tous ces arts, c'est que généralement c'est dans l'underground qu'on trouve la plus grande créativité. Ça, c'est un petit peu un point commun, je pense. Je te remercie, Tina. Ouais, de rien, avec plaisir. Les questions étaient intéressantes. Donc,